Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée avec vous les passionnés de rugby pour interagir, pour réagir à l'actualité ovale. On va bien sûr parler du top 14, de la tournée de novembre et du 15 de France. Bien évidemment, vous nous appelez au 0826 300 300 parce que Daniel Herrero est avec nous. Salut Daniel. Amis de Sud Radio, bonsoir. Amis d'Ovalie de France, je vous salue bien bas, content de vous retrouver. Philippe Spanghero est là, Alexandre Priam. Salut Philippe, salut Alex. On est là. Salut messieurs. Ouais, on est là bien sûr, Quentin également et vous tous, donc vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. On va récapituler quand même les résultats du top 14 pour ceux qui nous rejoignent sur Sud Radio dans leur voiture. Ils sont peut-être à la sortie des stades, là ça y est. Clermont a battu Bordeaux-Bègles dans cette 9e journée en ouverture 32-27, 5 essais à 3. Perpignan l'a emporté avec le bonus offensif 32-13 face à Vannes. Castres a eu chaud face à Montpellier 30-26, bonus défensif des Montpelliérains. Toulon l'a disposé de Lyon 21-10 et Pau a été battu sur sa pelouse par le Racing 92 23-33. Pas de bonus offensif pour les Racingmen, mais une belle victoire à l'extérieur. C'est la deuxième pour les Franciliens. Le classement peut-être très rapidement, Alexandre, parce que tu l'as et tu l'as vérifié. Toulouse, 3e Toulon, 4e Clermont, 5e Castres, 6e Bayonne, 7e La Rochelle, 8e Racing 92, 9e Perpignan, 10e Lyon, 11e Montpellier, 12e Pau, 13e le Stade Français de Paris et Lanterne Rouge, c'est Vannes. Voilà, ce soir la suite vous la vivrez sur Sud Radio. La Rochelle face au Stade Français pour un match qui promet. On a vu aussi cet après-midi, Daniel, un beau succès, celui des Blacks sur la pelouse des Anglais à Twickenham, 24-22, 3 essais néo-zélandais à 1, mais les néo-zélandais ont eu chaud, Daniel, hein. Oui, nous avons assisté cet après-midi pour le premier match de la tournée dite d'automne avec les équipes de l'hémisphère sud qui viennent guerroyer et se mesurer à celles de l'hémisphère nord. Le premier match opposait la Nouvelle-Zélande et les fameux All Blacks à l'Angleterre. C'était à Twickenham, dans un stade comble, une journée splendide et un match de rugby. Faire attention aux qualificatifs, mais pas loin d'être époustouflant. Il s'est joué sur les dernières secondes. Les deux équipes très proches dans le déroulement du score. Les Blacks un peu devant, les Anglais à la rescousse, et puis les Anglais qui dominent, qui passent devant, et à la fin du match, très très haletante, tu vois, les deux équipes continuent à jouer avec rigueur et discipline, et à la fin, ça se joue à un but sur la barre, manqué par l'Anglais, et ce sont donc les Néo-Zélandais qui l'emportent de 2 petits points, mais rugby haut de gamme, impulsion de la saison internationale sur l'hémisphère nord, me semble-t-il, très très prometteuse. Voilà, les Néo-Zélandais, deuxième adversaire des Français dans leur tournée, ce sera le 16 novembre, on le vivra bien sûr sur Sud Radio, après le premier test que l'on vivra la semaine prochaine, ce sera face au Japon, on aura le temps d'en reparler jusqu'à 20h, puisque Daniel est avec nous jusqu'à 20h. Philippe Spanghero, qu'est-ce que tu as retenu toi de ce multi ou de ces résultats de cette 9e journée depuis le début de l'après-midi? J'ai retenu d'abord le caractère montpelliérain. Il a fallu 84 minutes au Castré pour en venir à bout. Donc malgré la défaite, je crois que Montpellier se rassure de sortie en sortie sur son caractère collectif. Et puis le coup du Racing, qui nous avait posé beaucoup de questions ces dernières semaines et qui a su réagir avec un match abouti à Pau, notamment en deuxième période, une deuxième mi-temps maîtrisée de bout en bout. Les Franciliens qui ont su profiter de l'indiscipline paloise avec 2 cartons jaunes, notamment en début de deuxième période. Et donc, ils se remettent un peu la tête à l'endroit et qu'ils peuvent regarder à nouveau un peu plus vers le haut. Pour terminer ce premier bloc de 9 journées, Daniel, j'ai bien compris que tu avais passé plus de temps sur le match international, parce que c'est vrai que ce Angleterre-Nouvelle-Zélande, il était goulayant, comme tu dirais, Daniel, mais est-ce qu'il y a un des résultats que tu veux plus mettre en exergue que d'autres là sur ce multi de la 9e journée et ces 5 premiers matchs qu'on a vus? Oui, cette dernière journée du fameux bloc de début de saison du top 14, elle était quand même intéressante. Elle mettait des équipes, tout au moins cet après-midi, des équipes assez proches, à la fois au résultat, au classement et en même temps dans les manières de jouer. On a eu
dans l'après-midi, on a eu des matchs d'allure semblable. Ils ont presque tous été taille à taille. Aucune équipe, fût-ce le Racing qui est allé gagner à Pau, ne s'est trouvé dans une situation d'affirmation d'un talent supérieur à son adversaire. Je l'ai trouvé un peu ragoût l'après-midi. Je l'ai trouvé, match sérieux, appliqué, vaillant, plutôt de volume de jeu relativement étriqué, excepté peut-être le Montferrand UBB qui a eu des intentions, me semble-t-il, de construction et offensive, c'est-à-dire de variété de jeu, peut-être un peu plus prononcée, mais c'est le match que j'ai trouvé avec le plus de relief, porteur, j'allais dire, d'intérêt. L'ASM était dans des situations, j'allais dire, d'alternance d'un niveau entre l'équivoque, le moyen, l'approximatif, le doute, et plutôt de la sérénité sur ces terres, mais relativement peu d'allure et d'esprit de conquête à l'extérieur. L'équipe de l'UBB qui, dans la saison aussi, dans ce début de saison, a montré malgré tout une constance dans une préoccupation, j'allais dire, de construction assez offensive. Ça a donné un match, me semble-t-il, d'un assez bon niveau, mais malgré tout encore pas au niveau où on devrait trouver ces deux équipes. Ouais, Philippe, tu partages le point de vue de Daniel, parce que cette équipe de Clermont est souvent solide à domicile et très inconstante à l'extérieur, voire parfois un peu inconsistante. Ouais, je crois que c'est l'équipe qui a pris le plus de points à l'extérieur depuis le début de la saison. Elle voyage pas très bien. Cette équipe, elle a mis le doute dans les têtes. Et je suis d'accord avec Daniel. Il y avait beaucoup de pression sur les Clermontois aujourd'hui. Il fallait se rassurer. Ils ont plutôt bien attaqué ce match, maîtrisé leur première période. Et puis on a vu l'UBB revenir en deuxième période pour aller chercher ce bonus défensif. Le caractère collectif de cette équipe bordelaise, il est plus à démontrer. Mais en tous les cas, c'était un match important pour finir ce premier bloc du côté de Clermont, pour répondre à quelques questions quand même qui commençaient à trotter dans les têtes, notamment sur cette capacité à voyager, et il fallait se rassurer sur les bases à domicile, et c'est chose faite. Ils restent dans le top 6 ce soir avec quelques certitudes, je crois, à l'issue du premier bloc suite à ce match d'aujourd'hui. Ouais, Alex, toi tu vois ce Clermont pouvoir confirmer ou en tout cas redécoller ou rester dans le top 6 d'ici la fin de la saison? Je veux pas paraître sévère, mais je trouve que cette équipe de Clermont est tellement loin de la notion de maîtrise que lisser sur une saison, si elle ne progresse pas justement sur ce point-là, elle ne sera pas dans le top 6 à mon sens, parce que c'est une équipe généreuse, une équipe qui se bat, une équipe qui parfois construit, hein. On a vu notamment chez les trois quarts, mais au global, si tu regardes l'intégralité de la rencontre, c'est pas le mot maîtrise que j'associe à Clermont. Alors peut-être que ça peut suffire pour aller chercher une 6e place, mais j'en doute honnêtement. Je pense qu'il y a d'autres équipes qui sont aujourd'hui, là, le 2 novembre, mieux structurées que l'ASM Clermont. Mais, Alex, pardon de rebondir, mais juste rapidement, on a eu le débat lundi soir avec un de nos auditeurs. Aujourd'hui, ce qui est surprenant dans ce top 6, c'est qu'on a encore beaucoup de points d'interrogation sur une partie des équipes. À part Toulouse et l'UBB qui nous a rassurés, même La Rochelle a été assez inconstant. Et quand tu regardes aujourd'hui ce top 6, même le RCT qui s'est rassuré à domicile aujourd'hui avait été très inconstant jusqu'à aujourd'hui. Pendant 40 minutes là, le RCT en seconde période. Oui, mais par contre, il y a un caractère collectif sur sa ligne en défense qui quand même fait plaisir et qui doit rassurer, je pense, Pierre Mignoni. Mais au-delà de ça, l'inconstance de ces équipes, même qui jouent le haut du tableau, elle est quand même assez prégnante depuis le début de la saison, et il y a encore beaucoup de questions à se poser, à part, encore une fois, sur deux équipes pour moi qui se détachent aujourd'hui, qui sont Toulouse et l'UBB. Daniel, juste quand même obligé de te faire réagir sur le RCT. Sur le RCT quand même. Et aujourd'hui, bon, ils ont un peu souffert face à Lyon, mais ils l'ont emporté. Voilà, il y a du mieux, mais il n'y a pas encore cette solidité que peut-être démontrent Toulouse et l'UBB depuis le début de la saison. Ben là, me semble-t-il, on est un peu au cœur du sujet, presque de toutes les équipes de l'élite du rugby français aujourd'hui, excepté Toulouse. Je mettrais encore l'UBB même dans une situation, j'allais dire, intermédiaire sur ce que Alex tout à l'heure appelait la maîtrise, tout au moins la confiance dans son système de jeu. Elle apparaît, cette équipe de bordelaise, on dira peut-être assez bien équipée dans la confiance dans ses principes
principes, ses modes de fonctionnement, elle a l'air assez sereine dans sa tête, elle est encore en équivoque sur, notamment dans le voyage. Elle a certes gagné à Toulouse, ce qui lui a mis un relief considérable, mais quand même on lui voit des inconstances, des inconsistances, des approximations. Et après, chez tous les autres, eh bien, c'est à peu près pareil. Elles ont l'air touchées, et on va venir peut-être sur le RC Toulon, elles ont l'air touchées par des approximations, j'allais dire, psychologiques ou de l'ordre de la sérénité sur leurs compétences. Il y a chez Clermont un doute incontestable sur le talent de quelques-uns quand ils jouent ensemble, sur la prudence dans la construction, mais en même temps sur le désir d'être toujours présentable sur le plan de l'affrontement et du combat. Chez tous les autres, sans exception, il y a cette hypothèse qu'elles ne sont pas bien en place encore dans la confiance dans leur jeu. Toutes ces équipes, je pense à Pau, je pense aux deux Parisiennes, je pense à Toulon, toutes ces équipes-là aujourd'hui attestent presque le même système de jeu, une même manière de rejouer le rugby à un haut niveau qui est plutôt dans la prudence, dans l'éloignement de sa zone, dans la sortie du terrain comme étant dominante, dans la construction relativement faible, pour ne pas dire totalement inexistante, sur le jeu à l'équilibre, sur le jeu en reculant ou sur le jeu même, à plus forte raison, dans leur camp. Presque toutes ces équipes sont basées sur il faut qu'on soit au maximum de notre agressivité, de notre puissance athlétique et combative pour pouvoir être dans la concurrence. Tu vois ça? D'ailleurs, toutes ces équipes sont à l'heure actuelle, me semble-t-il, dans un niveau stratégique et dans un niveau de maîtrise de leur fondement de jeu très approximatif. Ce qui me semble donner au championnat, à cette première partie-là de la saison 2024-2025, qui lui donne une allure, je ne veux pas dire ragoût, un peu étouffante, un peu conventionnelle, un peu traditionnelle, à la limite un peu pauvre. Il peut y avoir des bons ragoûts, attention Daniel, hein, mais bon, on va pas philosopher. Attention, nous sommes gourmandants quand le ragoût a des épices, quand le ragoût a des incertitudes, quand il y a dans quelque chose de massif, j'allais dire un peu même d'étouffant, mais quand il y a du flamboyant, quand il y a de la pétillance, quand il y a de l'esprit de construction, tu vois, mais quand le ragoût est fait que de dogmes, que de principes inamovibles, indiscutables, de prudence, tu vois, et d'occupation de terrain, de pression de pied, non pas pour pouvoir récupérer le ballon, mais 9 fois sur 10 pour s'éloigner de sa ligne, et non pas pour en conquérir une autre de ligne, tu vois ça? Il y a, honnêtement aujourd'hui, tous les matchs de l'après-midi, excepté peut-être un peu le Bordelais, avec le Montferrandais, je dirais, on aurait presque pu les commenter sans les voir. Eh ben voilà, c'est le mot de la fin de ce premier quart d'heure. Mais c'est pas fini. Daniel est avec les auditeurs, est avec vous. Juste un petit mot quand même, François, ouais. Un petit mot sur Toulon. Sur Toulon, le RCT, tu sens que le potentiel, on pourrait le dire presque de tous les autres, hein, mais le potentiel talent, il est haut. Le potentiel expérience, il est haut. Le potentiel appétence combative, agressivité, virilisme de combativité, tu vois, il est haut. Ça se retrouve chez d'autres. Il reste que la conviction dans le jeu, elle est très tributaire de l'ascendant physique, de l'ascendant de puissance, de la capacité à désorganiser des défenses dans le seul défi frontal. Et Toulon reste malgré tout toujours non pas à la remorque, mais il est précédé par sa réputation. Toulon sera toujours vaillant, Toulon sera toujours quand même exemplaire dans la défense des couleurs et du maillot. Il reste que si Toulon n'a pas de perforant, si on n'est pas sur le schéma classique de joueurs qui, sur des premières mains, sont capables de gagner quelques mètres, alors le jeu derrière sera relativement moyen, pour ne pas dire faible. À l'équilibre, ça ne joue pas. En reculant, n'en parlons guère. Et dans les situations offensives, tu vois, elles sont basées sur des constructions, je trouve, assez classiques. Il reste que l'euphorie du bord des proches de ligne, Toulon, là.
mais presque tout le long. L'euphorie des Bob de Lille, ça veut dire quand tu domines, vraiment que tu rentres dans le camp adverse et que tu as déjà explosé la moitié de la défense adverse, alors le pétillant ressort. Mais si tu avances pas, si tu déstructures pas la défense par tes perforants, sur des premières mains, sur un jeu dit combiné, alors c'est honnêtement, aujourd'hui c'était encore le cas de Toulon, c'était le cas la semaine dernière, c'est presque toujours le cas depuis le début de saison pour cette équipe du RCD qui quand même me semble posséder un talent qui peut lui permettre d'aller un peu au-delà dans la construction d'un jeu, je n'ose pas dire révolutionnaire ou moderne, mais peut-être un peu au-delà d'un classicisme qui fait aussi malgré tout les réussites d'aujourd'hui pour la grande majorité, quoi. Allez, on est avec Daniel Herrero, avec les auditeurs 0826 300 300. On se retrouve juste après la pause. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Avec vous les auditeurs et avec Daniel Herrero qui est avec vous au 0826 300 300. Adrien nous appelle au 0826 300 300, nous appelle de Bolène. Bonsoir Adrien. Bonsoir à tous, bonsoir aux auditeurs de Sud Radio au cœur de la mêlée. Bonsoir Adrien. Et les auditeurs. Ouais, bonsoir. merci d'être avec nous. Petite question, allez, on va aborder les thèmes de la tournée, notamment celle des Bleus. Et je crois que c'est Adrien, tu veux nous parler aussi du choix en 10. Toi, qui tu prendrais, Ramos ou Jalibert? Tiens, on posera la question bien sûr à Daniel après. Eh ben, le choix en 10 et puis surtout vous commencez à dresser un peu un bilan sur les 5 années qu'a passé Fabien Galtier à la tête de l'équipe de France. En 2019, effectivement, il n'était que adjoint, mais bon, c'était un peu un poste hybride. On a fait quand même, du coup, depuis qu'il est là, 6 tournois. Le bilan, c'est effectivement un grand chelem, du coup, en 2012. Je vais pas repasser les stats et un quart de finale douloureux face aux Sud-Africains en Coupe du Monde à la maison. Mais j'aimerais poser la question, savoir avec Daniel et avec toi, François, est-ce qu'on a des certitudes et est-ce qu'on est capable de dire on est maintenant désormais capable de gagner un tournoi sur 2 ou 2 tournois consécutifs et est-ce que 2017 on a plus de certitudes sur la Coupe du Monde que ce qu'on en avait à 2003 chez nous, quoi. Daniel. Oui, alors je pense qu'il y a une petite confusion sur les dates d'Adrien, mais bon, enfin, Adrien, la question de fond, c'est avons-nous progressé dans les 5 ou 6 dernières saisons? Nos résultats d'ensemble, tu vois, de la grande aventure de cette équipe de France, notamment les 3 années qui précèdent la préparation de la Coupe du Monde 2023, celle de l'année dernière, et maintenant une espèce de projection comme une évidence vers celle de 2027 en Australie. J'aurais quand même la sensation que le résultat brut, il est presque ordinaire ou presque moyen. Enfin, tout au moins, on dira dans le moyen. La France a gagné un grand chelem, ce qui est quand même une performance de haut de gamme, et elle a perdu un quart de finale de la Coupe du Monde, ce qui est une de ses plus mauvaises performances dans cette compétition-là, la Coupe du Monde. Bon, enfin, de fait, si on analyse dans le fond, on a, mon sens, hein, la sensation que il y a dans la construction des 3 dernières années, une construction qui met beaucoup l'accent sur la rigueur, la discipline, l'occupation du terrain, la maîtrise collective des bases, des fondements, l'espèce de modestie collective dans le jeu, quoi, tu vois, avec un potentiel brillant autour de 3 ou 4 joueurs, notamment Antoine, et je pense à Penaud, c'est-à-dire quand l'exploit d'un ou deux peut non pas cacher, mais sauver une performance d'ensemble plutôt moyenne. La France a fait comme ça 3-4 saisons. Elle est arrivée sur ce quart de finale avec quand même la sensation que tout avait été fait pour que ce soit dans l'exceptionnel, ou tout au moins que tout soit réuni. Et honnêtement, nous sommes arrivés à ce moment-là de la compétition, il y a 1 an jour pour jour, avec un peu la santé basse, avec des hommes blessés, et avec un système de jeu, à plus forte raison avec nos 2 ou 3 grands joueurs. On pense à Antoine qui était un peu au frigo, ou un peu entamé, je dirais, de sa sérénité historique. On est arrivé sur une performance en quart de finale presque basse, généreuse, vaillante, incontestable, mais presque basse dans la qualité du jeu. L'année dernière, nous avons vu
un rebond la première saison après la Coupe du Monde. Galtier dit soyez tranquille, moi je serai là jusqu'en 2027, donc je vais vous y préparer le mieux possible. Ça apparaissait une telle évidence. Et bon, sur le jeu produit par notre caisse nationale, l'année dernière, on dira après les 50 points pris au premier tour du tournoi contre les Irlandais, on a vu des choses pas trop mal, pas terribles, un ensemble assez conforme. Il semble que sur le système de jeu, on a eu une petite évolution entre la dépossession, c'est-à-dire j'ai tellement peur que je joue plus, je joue loin de l'adversaire, je lui rends la balle un peu n'importe comment, et après ça, je défends quand même avec application, j'occupe le terrain, et sait-on jamais que je peux avoir un bon coup à faire dans le camp adverse. Bon, à la sortie, le tournoi l'année dernière, il nous laisse pas un goût quand même de « oh, ça progresse, ça change, ça évolue ». Et donc, pour arriver à la réponse de ta question, Adrien, eh bien, là, moi, je pense qu'il y a un grand degré d'incertitude. Un grand degré d'incertitude. Il n'y a pas une confiance absolue dans ce que je vois arriver à l'idée de on va franchir un cap sur la qualité du traitement de notre rugby, quoi. Nos hommes sont sûrement, tu vois, ça n'a jamais été formulé, ni après la Coupe du Monde, ni aucune analyse n'a été faite sur le fond du traitement du jeu de rugby pour notre élite dans les 2 ou 3 saisons à venir. L'année dernière, le tournoi ne nous l'a pas confirmé, des paramètres indicateurs, tu vois, objectivés d'une évolution, d'une perspective d'évolution, de quelque chose de séduisant dans le déclenchement de motivation modernisée, quoi. Tu vois, on va aller un peu plus loin, un peu plus haut, un peu plus fort, un peu plus rapide, un peu plus volumineux. Tu vois, le formuler, non, ça n'a pas été fait. J'avoue, moi, dans la période, une forme d'incertitude. Qui plus est, après on verra un peu sur les hommes, hein, mais là, si on reste sur la dynamique du traitement du jeu de notre équipe nationale, j'ai même je l'avoue, quelques réticences, ça ne serait pas le mot, mais forme de doute. Merci Adrien, forme de doute. Adrien, bien sûr, on va te faire réagir à tout ça avec Daniel, avec vous, bien sûr, au 0826 300 300. On doit faire une petite pause, on se retrouve dans un instant. Tu restes avec nous, Adrien, à tout de suite. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée, Daniel Herrero avec les auditeurs, Philippe Spanghero, Alexandre Priam, toute l'équipe bien sûr présente. Alexandre, les 3 infos à retenir aujourd'hui de Marcoussis, parce que l'équipe de France est réunie pour préparer son premier test. Ce sera la semaine prochaine face au Japon. La première information concerne Nolan Le Garec. Le milieu olympique annonce un probable forfait, très probable forfait pour affronter le Japon. Autre information, vous savez, il a été sanctionné de 3 semaines de suspension. Yoram Moefana, il était déjà à Marcoussis ce matin. Il a fait une très grosse séance d'entraînement et il devrait être sur le banc pour affronter justement cette équipe du Japon. Et puis la 3e info, c'est le forfait de Winnie Antonio pour affronter les Japonais. Winnie Antonio qui va mieux, son mollet va mieux et il devrait être titulaire face à la Nouvelle-Zélande dans 2 semaines. Daniel Herrero est avec nous bien sûr. Adrien lui avait posé cette question un peu sur le bilan de Fabien Galtier depuis 2019. Adrien, est-ce que tu partages les doutes de Daniel avant la pause ? Oui, sans trop le dire, mais vous l'aviez sans doute tous compris. Moi aussi, j'ai un peu des doutes. Je respecte énormément cet homme et cet entraîneur et ce grand joueur qu'a été Fabien Galtier. Mais effectivement, on est favori de notre Coupe du Monde l'été 2023 et en février 2024, j'ai eu la chance d'aller à Édimbourg voir le 2e match Écosse-France avec mes amis que je salue. Et à la mi-temps de ce match et même à la fin du match, on finit par gagner sur une décision arbitrale, mais on passe de favori d'une Coupe du Monde à est-ce qu'on va pas faire cette année une cuillère de bois au tournoi, quoi. Et là, si je dis pas de bêtises, encore une fois, le tournoi 2025 qui arrive, on se déplace en Irlande et en Angleterre. Donc, sommes-nous capables d'aller battre les Irlandais chez eux, les Anglais chez eux et de ramener un grand chelem ou un tournoi cette année encore? Je pense que ce sera une nouvelle fois, pas pour le 15 de France cette année. Avant de redonner la parole à... On n'a pas de certitude. Avant de redonner la parole à Daniel, le point de vue de Philippe Spanghero, sur ce sujet, sur à la fois le bilan et les perspectives, notamment celle de la tournée, avant de parler peut-être du tournoi, Philippe.
Je suis assez d'accord avec vous. Je vais tempérer un petit peu malgré tout. Sous l'ère Fabien Galtier, on a retrouvé une forme de régularité dans le top 4, le top 5 mondial et quelques certitudes avant cette Coupe du Monde. Donc en effet, le bilan brut dont parlait Daniel, on va pas revenir dessus. Il est ce qu'il est. Quart de finale en Coupe du Monde. C'est une des plus mauvaises performances de nos Bleus depuis que la compétition existe. Mais après, sur le contenu, on peut y revenir. Moi, je crois qu'on a quand même trouvé quelques certitudes. Alors, on reviendra sur le poste du 10 qui pose vraiment une question pour moi. Mais on a une épine dorsale qui tient la route. Je pense que le tournoi 2024, c'est pour ça que j'ai hâte là de cette tournée de novembre. Parce que je crois qu'on n'avait pas du tout digéré cette Coupe du Monde. Je crois que le travail psychologique sur les joueurs, on l'a dit et redit, n'avait pas été assez fait. Puis tout de suite, on prend ces Irlandais et on se met la tête à l'envers complètement. On s'est retrouvé petit à petit dans ce tournoi pour finir à une place honorable. Moi, je crois qu'on a trouvé des certitudes sur des joueurs cadres et je l'ai souvent dit, mais pour être un peu optimiste sur le futur, je l'avais dit avant la Coupe du Monde, toutes les équipes qui ont été championnes du monde l'ont été à l'expérience, avec une moyenne de sélection à 60-65 sélections, une moyenne d'âge à 27-28 ans, et on oublie quand même qu'on avait une équipe de France jeune pour cette compétition, et certainement que l'expérience a joué pour beaucoup dans ce match, notamment contre les Sud-Africains. Et je crois qu'on a des certitudes sur des joueurs cadres qui seront en âge d'être sous le maillot bleu en 2027. Et ça doit nous rendre assez optimistes. Je crois qu'il y a des postes clés sur lesquels on a des vraies certitudes. Alors, justement, le poste clé là sur lequel, Daniel, on est un petit peu inquiet, entre guillemets, c'est le poste de 10. Quel choix, toi, tu ferais si tu étais à la place de Fabien Galtier? Est-ce que tu prendrais l'audace, le culot de Mathieu Jalibert, voilà, avec parfois la part d'incertitude qui peut peut-être nous renvoyer, et puis ou l'assurance, le classicisme aussi, la sécurité, Thomas Ramos? Eh bien, François, nul n'ignore que la réflexion sur la période de demi, sur les ouvriers en l'occurrence, agite quasiment toutes les nations du monde à n'importe quel moment de leur histoire. C'est toujours un problème permanent de savoir s'il y a, à plus forte raison, des concurrences assez égalitaires, des joueurs qui ont à peu près les mêmes talents ou dans des talents divers, mais les mêmes niveaux. Je sais pas, j'ai vu après-midi les Blacks, ils ont changé leur période de demi en cours de jeu, et toute la semaine, c'était le grand débat. J'ai vu les Anglais, ils ont aussi changé la paire de demi en cours de jeu, et presque toutes les équipes, si on les regarde, fonctionnent, excepté les Irlandais, mais fonctionnent avec ces troubles de gestion de leur paire de demi. Là, nous avons, un problème. Alors, il est assez joli, le problème que nous avons, parce que nous avons des joueurs de talent ou de haut talent sur ces deux postes-là, mais que derrière, dans leur trait de personnalité, dans leurs caractéristiques morales, je dirais, dans leur manière de jouer au rugby avec les autres, ont des attributs qui amènent une permanence de doute. Je reprends à la limite pour illustrer le propos. La saison dernière, notamment en Coupe du Monde, avec la blessure très précoce, donc en préparation de Romain Ntamak, très vite, le problème de l'ouvreur, le problème du demi-mêlée était, semble-t-il, définitivement résolu avec le brillantissime Antoine, mais le problème de l'ouvreur pour la Coupe du Monde, il était au cœur de la problématique, avec toujours ce truc, cette réflexion fondamentale, humaine, je dirais, philosophique, qui est vers la créativité, vers le volume, vers l'esthétique, vers le sensible, tu vois, l'émotionnel à la limite, et là il était représenté par Mathieu Jalibert, et vers l'application, la rigueur, la discipline, la logique de fonctionnement, la sérénité affective et émotionnelle dans les turbulences de match, la rigueur à plus forte raison autour d'une valeur considérable qui est la valeur courage, parce que c'est sans doute la plus emblématique, et il se posait la problématique de Jalibert ou déjà Thomas Ramos. Je me souviens personnellement, tu vois, nous étions en tout début de Coupe du Monde et je dis sans doute, allons-nous aller vers le mode de fonctionnement d'ensemble du 15 de France, allait proposer probablement l'évidence, et que je crois était soutenue par une majorité de joueurs en ce début de Coupe du Monde 2023, l'évidence de Thomas Ramos.
Mais il y avait quand même l'idée de ne pas complètement abandonner ce qui serait peut-être la plus belle morale, malgré tout, de cette équipe de France qui était dans, j'allais dire, pas forcément dans la grande flamboyance, mais dans l'application et dans la méthode. Il allait peut-être aller, malgré tout, confirmer Jalibert. Jalibert a été confirmé sur la Coupe du Monde. La saison dernière, Mathieu a eu plusieurs occasions et on est toujours dans la même insatisfaction, dans la même décision. Là, je pense qu'en début de Coupe du Monde, l'évidence sera Thomas Ramos. En début de tournée. En début de tournée, pardon, ouais. Avant l'arrivée du tournoi. Mais en début de tournée, je pense. Et je pense que cette hypothèse-là, elle est réconfortante, elle est confortable sur le plan moral. On va demander l'avis d'Adrien sur le sujet. Toi, oui, dis-moi, Adrien, parce que toi, tu penses par rapport à ça, entre Thomas, la rigueur et l'application et la réussite des pieds, le courage en plus, le potentiel quand même toulousain, et Mathieu Jalibert avec sa qualité offensive. Mais la qualité de Thomas Ramos en tant que numéro 10, c'est plus à remettre en question, mais sa qualité, il la trouve aussi en numéro 15. Et moi, maintenant, si on installe Thomas Ramos le moment où Ntamak est blessé, chose qui arrive souvent, hein, Coupe du Monde, la tournée, il a un poste où il se livre beaucoup, donc ça peut arriver dans le futur à nouveau. Si on enlève Thomas Ramos du numéro 15, qui on met en 15 bis, c'est ça que je dis. On avait l'excellent Toulonnais Jaminet, malheureusement qui ne sera plus avec le 15 de France. Là, on va installer Léo Barré qui sort d'une saison assez confortable au Stade Français, mais qui est plutôt moyen depuis le début de saison. On avait Buros qui était excellent avec Bordeaux-Bègles, et là maintenant, Monsieur Galtier ne l'a pas sélectionné. Voilà, il faut numéro 9 bis. Effectivement, le choix a été fait, c'est avec Le Garec. Bon, là, on vient d'apprendre qu'il est forfait, visiblement forfait. Par contre, le 10 bis, quelle image Fabien Galtier envoie aux autres 10 du top 14 français, à Jalibert entre autres, donc en mettant Ramos à sa place. Et moi, je pense à l'ancien Parisien qui est maintenant à Bayonne, second. Il a 27 ans, il est dans le cœur de l'âge. On parlait d'expérience. Est-ce qu'il faudrait pas installer, si Jalibert ne fait pas l'affaire aux yeux de Fabien Galtier, installer un autre numéro 10, un vrai 10 bis quand notre père titulaire Dupont-Ntamak se blesse. Voilà, moi c'est et Ramos en 15, il est excellent aussi en 15. Il peut jouer au pied comme habituellement, mais les autres 15 derrière pour le remplacer quand lui vient en 10, pour moi il y a un manque. Il manquera Ramos quand on le fera jouer en 10. Oui, effectivement, ce sont des... L'analyse est bonne. Hein. Tout à fait. Ça tient la route. C'est les choses dont on tous, hein, on en parle à notre niveau. Voilà, autant à la radio que en dehors de la radio. Voilà, avec les copains, voilà, qui on va mettre, notamment en 15, et voilà, avec toujours ce casse-tête entre guillemets. Merci Adrien d'avoir été avec nous sur l'antenne de Sud Radio. Grand plaisir de t'avoir eu avec nous. Tu nous appelais du Vaucluse. Merci. C'était le jour de mon anniversaire, et il y a à peu près 25 ans, Monsieur Herrero était passé au Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Au BRC, il m'avait signé un ballon que j'ai remis à mes deux petits jumeaux Paul et Marius qui jouent maintenant au rugby et qui jouent toujours, donc avec ce ballon qu'il m'avait dédicacé à l'époque à Bolène. Voilà. Merci à lui. Ciao Adrien, passe une bonne soirée. Allez. Merci à toi. C'est sympa ce petit symbole. Voilà, bon anniversaire Adrien. À très vite sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant. Vous nous appelez. Daniel est avec les auditeurs. 0826 300 300. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée spéciale avec vous les auditeurs et Daniel Herrero qui vous répond. Bien sûr, vous nous appelez au 0826 300 300. En attendant que vous appeliez, bien sûr, Alexandre Priamella, Philippe Spanghero également. Alexandre, petite question pour Daniel. Oui, parce que c'est vrai que moi c'est une question qui me turlupine depuis un bon petit moment. J'ai l'impression qu'on assiste presque impuissant à la dégringolade, au déclassement de Charles Olivon en équipe de France. D'abord capitaine, puis vice-capitaine, puis cadre, puis simple titulaire, puis désormais hors groupe. Est-ce que toi, Daniel, tu t'es surpris par le déclassement de Charles Olivon et comment tu l'expliques ? Autour de ce joueur-là, il y a un volume d'interrogation qui est un peu élevé, je trouve, tu vois. Celle que tu soulignes,
il était capitaine de l'équipe de France dans une phase extrêmement rayonnante. Il y a 3 saisons, 2 saisons même, avant l'avènement d'Antoine et la préparation de la Coupe du Monde. Il avait dans tous ses attributs l'incontestable fraîcheur athlétique, hein, qui faisait que ce joueur-là, qui est aussi titulaire quand même d'un magnifique talent technique et je veux dire stratégique, et une très belle capacité de se mettre en relation avec le monde. C'est un emblème relationnel, Charles Olivon. Il a une gentillesse naturelle, il a une écoute probable, il a le respect des lois. C'est un républicain de l'Ovalie, Charles Olivon. Il est à la fois solidaire, fraternel, mais il reste que la préparation de la Coupe du Monde l'a quand même beaucoup pompé, je trouve. La Coupe du Monde a été plutôt moyenne, pour ne pas dire basse, par rapport au niveau espéré de Charles Olivon. Et la saison dernière, elle a été quand même dans la souffrance. D'autres qui étaient dans le même schéma. On pense, je sais pas, à Antonio, on pense évidemment à Aldrit, on pense même un peu à Antoine, on pense à Mtamac, on pense, tu vois, 5-6 joueurs qui avaient fini cette longue préparation, cette pression considérable, cette allure de concentration maximale, optimale, quoi, tu vois, avant la Coupe du Monde, qui fait qu'ils ont fini assez rincés. Et Charles Olivon n'a jamais retrouvé cette fraîcheur athlétique, hein, ce rayonnement lumineux, je dirais, tu vois, qui fait qu'il est en fréquence avec ses partenaires, qu'il est en fréquence sur l'emblématique, hein, c'est-à-dire quand il joue, il emmène, ça s'éternit. Ça s'éternit et il y a eu l'année dernière, Antoine étant au frigo ou tout au moins dans d'autres considérations olympiques, il y a eu l'interrogation, pourquoi pas Charles Olivon, capitaine après Antoine? Alors, ils ont mis Aldrit. On voyait bien que le rayonnement relationnel, il avait baissé. L'exemplarité athlétique était un peu plus basse. Charles Olivon s'est mis à forcer depuis un an. Et il a sans doute pas eu, je ne vais pas dire le privilège, mais le champ possible d'une récupération absolue. Tu vois, absolue. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas reposé au-delà de la norme ordinaire autorisée, quoi. Je veux dire. On n'a pas lu chez Charles, à mon sens, hein, le niveau athlétique entamé. Il a puisé dans ses réserves, Charles Olivon. Il est titulaire toujours d'un assez joli comportement, mais il a perdu rayonnement. Il a perdu influence sur les autres. Il a un tantinet perdu, tu vois, cette vivacité qui fait que ton talent technique, en même temps, il germe. Charles, il est dans la masse, c'est laborieux. Et là, effectivement, cette dégradation, à mon sens, liée à un épuisement des 2 dernières saisons avant la Coupe du Monde. Bon, mais enfin, en tout cas, c'est pas terminé non plus pour Charles Olivon. C'est sûrement pas terminé pour lui. Mais honnêtement, là, tu vois bien que la considération que l'environnement lui voue, elle a baissé. Oui, là, il est remis à la maison. On voit que, et surtout, sans aller jusqu'à une dépréciation, il n'est pas mis au banc de rien, Charles Olivon. Simplement, on a la sensation que son niveau rugbyistique est plutôt bas, en espérant qu'il le retrouve, ce qui est encore à mes yeux pas totalement une évidence. Pierre est avec nous, il nous appelle au 0826 300 300. Pierre, bonjour, tu nous appelles du Jura et tu peux poser une question à Daniel Herrero. Bienvenue. D'abord, je vous salue, je vous remercie. On te salue nous aussi, Mino. Le programme s'appelle Au cœur de la mêlée, mais ce que je veux dire, c'est juste autour de la mêlée, au-dessus de la mêlée. Donc, ce n'est pas des considérations purement sportives. Et je m'adresse à toi, Daniel, en te saluant, en te transmettant mon respect, mes amitiés, etc. Non, je suis un petit peu, moi, pas préoccupé, mais choqué par des mots qui sont prononcés, qui me semblent complètement incompatibles. Le mot cadre, tout le monde veut encadrer, on met un cadre. Cadre, pour moi, c'est carcan, c'est cage. Et en même temps, le respect, on va dire, de la liberté des joueurs, de leur humanité, de leur responsabilité. Je fais allusion, évidemment, au problème de la gestion des troisièmes mi-temps. Donc, j'aimerais savoir le regard que tu poses sur ce problème, sachant qu'on se connaît, que j'ai été vu à l'œuvre, et je sais quelle était ta philosophie en tant qu'entraîneur. Mais j'aimerais bien l'entendre de ta bouche et savoir si tes positions ont évolué. Et je pense que ça peut intéresser les auditeurs aussi d'avoir ton éclairage. Voilà.
La question, elle est, moi je la trouve magnifique, mais en même temps, tu vois, elle est de profondeur, parce que on touche quelque chose dans ta préoccupation qui relève de, j'allais dire, de la qualité profonde des hommes quand ils vivent en groupe, qui font un sport de compétition comme le rugby en l'occurrence, qui sont dans un schéma de vie sociale dense, avec l'idée quand même que ce jeu-là a l'étrange richesse d'être porteur sans que franchement il y ait une intervention trop grande des cadres, porteur d'une morale. Et tu vois, je vais faire attention aux mots aussi, mais d'une vertu éducative. Je n'ose pas dire qu'il suffit de jouer au rugby pour être sociable. Je n'ose pas dire évidemment qu'il suffit de jouer au rugby pour être vaillant. Je n'ose pas dire qu'il suffit de jouer au rugby pour être respectueux de ses partenaires et des adversaires. Et je n'ose pas dire qu'il suffit de jouer au rugby pour avoir une assez haute considération, j'allais dire, du bonheur des hommes quand la solidarité devient transcendante. Enfin, tu vois, ce monde-là, le jeu de rugby, il le porte, ça. Et il semble, enfin, tout au moins les derniers incidents, quoi, tu vois, tu poses le problème du cadre encadrant, celui qui définit j'allais dire, les frontières de l'acceptable et de l'interdit. Tu poses le problème des cadres qui posent aussi l'emblématique d'une manière d'être. Le cadre, il est aussi entraînant. Le cadre, il a été choisi souvent, tu vois, je sais pas moi, les capitaines à l'évidence, les entraîneurs n'en parlons guère, mais en même temps, dans l'équipe de rugby, les collègues de l'émission ce soir ont employé quelquefois la formule, tu vois, ce qu'on appelle nous la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, c'est pas que le 2, le 8, le 9, le 10 et le 15, qui sont des joueurs, des rugbyman et des techniciens ou des stratèges, c'est en même temps des leaders de cellules, c'est des emblématiques de comportement dans leur espace de jeu. Tu vois, le cadre, il est de fait quelqu'un ou une personne qui génère évidemment des mécanismes de rigueur et qui va vers les choses autorisées et qui limite les interdits. On l'a trouvé dans le jeu de l'équipe de France. Le jeu de l'équipe de France, il s'est trouvé assez sérieusement encadré quand tu disais, il y a une petite perte d'humanisme, à la fois en liberté et en même temps en approximation. On a gagné sans doute par le jeu, dans les temps récents, ce que Philippe Spanghero tout à l'heure trouvait comme étant une référence majeure, de la sérénité, de la confiance sur les bases, sur la discipline. Mais en même temps, à la sortie, il semble, les 2 ou 3 gros incidents considérables qui vont nous faire un mal terrible, nous, Jean Dovali, de l'été écoulé, ces 2 ou 3 événements montrent que la vertu éducative du jeu a baissé sans doute. Tout au moins, elle se modifie, elle se transforme. Et la vertu éducative du jeu, elle n'est peut-être pas relayée par les cadres. Tu vois, les cadres presque exclusivement préoccupés de la performance n'ont plus le goût de l'emblématique des valeurs que porte ce jeu, il me semble. Alors ça fait quoi? Ça veut dire que il y a dans les temps récents et dans l'évolution du jeu, dans le professionnalisme, dans l'extrême abondance d'une pratique passionnelle, phagocytante qui bouffe les hommes, quoi, tu vois. Et il y a le sens de l'intérêt, le narcissisme individuel, qui tu vois, on le voit poindre. Le jeu nous protégeait de ça. Le jeu nous protège peut-être plus radicalement de ça. Je pense qu'il est aujourd'hui indispensable de remettre comme une loi absolue le respect du jeu lui-même, quoi, tu vois, le respect du jeu lui-même. Et quand on le joue trop pauvre, trop étriqué, trop défensif, trop performant, il nous invite à des modes de fonctionnement qui sont pas les plus jolis des valeurs humaines, quoi. Tu vois, je suis honnêtement très troublé, moi, perturbé même, sur les incidents de l'été
nous mettent face quand même à la grande aventure éducative du rugby comme une des plus belles aventures sportives des temps modernes. Ouais, j'aimerais avoir la réaction de Philippe Spanghero sur ce sujet quand même du cadre là qui a été posé. Quand on lit là, notamment dans l'équipe ce matin, Hugo Mola qui dit moi je préfère plutôt faire venir un chimiste pour expliquer les conséquences de la prise de produits toxiques, on va dire, ou en tout cas de stupéfiants, plus que de les réprimander et d'être dans la réprimande. Est-ce que toi Philippe tu comprends ça, et est-ce que ce cadre-là finalement il n'est pas trop formel pour continuer la question de Pierre? Je comprends la question de Pierre, je comprends ce que dit Hugo, mais je pense que c'est pas ou l'un ou l'autre, il faut tout. Et je crois que ce qui s'est passé cet été, comme le dit Daniel, est trop grave pour pas qu'on revienne loin dans le cadre et que on prenne des décisions fortes. Moi, ce que je trouve aujourd'hui, c'est que je le vois pour le vivre de l'intérieur un peu dans le rugby pro, c'est que on doit quand même préciser aux joueurs qu'ils ont des droits et des devoirs. Mais comme très jeune aujourd'hui, il y a des environnements avec les agents, etc. Les joueurs qui sont bons, qui prétendent au très haut niveau, ils sont quand même chouchoutés dans leur club et on fait attention à eux, on s'occupe d'eux. Il y a un environnement qui fait qu'on les starifie très jeunes. Ils ont tendance quand même, pour certains, à oublier leurs devoirs. Et je crois que particulièrement quand on porte le maillot bleu, il faut le rappeler. Donc, s'il y a besoin d'un cadre, Fabien Galtier, on a assez débattu du temps qu'il avait mis à sortir de sa réserve, mais il a quand même fait amende honorable en disant que voilà, il était obligé de faire un pas de côté et que son modèle de la responsabilisation des joueurs, il portait ça très fort, Fabien Galtier, ne fonctionne pas, n'a pas fonctionné. Preuve en est ce qui s'est passé cet été. Donc moi, je suis pas choqué par ce cadre, quitte à l'assouplir dans la durée, mais il faut revenir à des bases, je crois, fermes. Ouais. Ouais, mais ça sera le mot de la fin, voilà, parce qu'on arrive à la limite du temps. On remercie Pierre qui nous a appelé, et voilà, pour cette question qui a ouvert ce débat et qui était un vrai plaisir. Merci Pierre, en tout cas, vous êtes toujours le bienvenu sur l'antenne de Sud Radio, vous les amateurs de rugby. Merci Daniel, on se retrouve samedi prochain, voilà, pour ce match face aux Japonais au Stade de France, voilà, et avec vous, les auditeurs, bien sûr. Merci, bonne soirée. Dans une heure, le match La Rochelle-Stade Français, la suite de la 9e journée du Top 14. Excellente soirée, l'émission Champion avec Frédéric Brindel. À tout de suite.